la peau d'un chercheur, un podcast de l'Université de Picardie Jules Verne. Notre invité du jour est Michael Aubignan, docteur en neurosciences et neurologue au CHU Amiens-Picardie. Bonjour Michael, merci d'être parmi nous et d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à tous. Avant de rentrer dans le vif du sujet, à savoir l'objet de votre thèse, pouvez-vous vous présenter et nous parler de votre parcours ? Donc, je suis neurologue au CHU Amiens-Picardie et je travaille principalement dans la prise en charge des pathologies du mouvement, les mouvements anormaux, principalement le Parkinson et les tremblements. J'ai fait toutes mes études à l'UPJV, j'ai même été représentant étudiant dans divers conseils de l'université et notamment pour l'association FAEP. Et donc, j'ai passé ma thèse de médecine à l'UPJV en 2016 et depuis, je travaille dans le service de neurologie. Et donc, mon objectif, c'est de devenir hospitalo-universitaire, donc avoir 3 missions, à la fois du soin pour prendre en charge les patients, de l'enseignement et puis un côté recherche scientifique et médicale. Et pour parvenir à avoir cette carrière hospitalo-universitaire, on doit faire un double cursus. Donc, pendant mes études, en parallèle de la médecine, j'ai fait le Master 1 et le Master 2 de sciences. Et depuis 2 ans, donc, je fais la thèse de sciences sur un sujet qui est finalement la continuité de mon sujet de Master 2 et de thèse de médecine, qui est l'utilisation des lasers pour traiter certaines maladies neurologiques et notamment certains tremblements. D'accord, très bien. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez choisi ce sujet ? Très vite dans mes études, en fait, j'ai été passionné par la maladie de Parkinson et les tremblements, et j'ai finalement eu l'opportunité, grâce au professeur Lefranc, qui est neurochirurgien, qui développe beaucoup la robotique chirurgicale au CHU, d'avoir accès à une technique qui s'appelle la thermothérapie laser guidée par IRM, qui, si je fais très simple, est une technique qui permet en temps réel de créer des lésions cérébrales grâce à un laser guidé par l'imagerie IRM, et on est donc capable de créer des lésions contrôlées au dixième de millimètre sous contrôle de l'imagerie pour traiter des tumeurs, pour traiter des épilepsies, tout un tas de lésions cérébrales. Et finalement, on a eu l'idée d'appliquer cette technologie pour traiter des tremblements et d'autres mouvements anormaux. Faut savoir qu'on est 2 équipes au monde à avoir accès à cette technologie, et donc j'ai commencé à travailler dessus quand j'étais interne pour mon Master 2. Ça a été le sujet de ma thèse de médecine, et donc depuis, on poursuit cette étude pour ma thèse de sciences. Et à quoi ressemble une journée type quand on travaille sur une thèse comme la vôtre ? Ma journée type est probablement très différente de celle des purs doctorants, puisque moi je fais la thèse en parallèle finalement de mon métier de médecin. Ce qui fait qu'en pratique, mes journées, c'est surtout des journées de neurologue où je prends en charge des patients en hospitalisation, en consultation, et finalement, j'essaye de libérer un peu de temps pour travailler sur ma thèse, donc principalement sur des données d'imagerie médicale, sur des données de statistiques, et puis bien sûr sur toutes les formations obligatoires dans notre parcours de doctorant. Est-ce que vous avez fait des découvertes surprenantes au cours de vos recherches ? Est-ce qu'on a fait des découvertes surprenantes ? Je n'irai peut-être pas jusque-là. En tout cas, on utilise des lésions cérébrales qui sont connues finalement depuis les années 1950, 1940, où à l'époque, il y a beaucoup de neurochirurgiens qui ont fait des lésions cérébrales pour traiter tout un tas de tremblements ou de mouvements anormaux. Tout ceci avait été abandonné parce que c'était responsable d'une grosse morbidité. Il y avait tout un tas d'effets indésirables, parfois des décès après les opérations, parce que les technologies de l'époque, il faut se rendre compte qu'il n'y avait pas d'IRM, il n'y avait même pas de scanner, encore moins de robots. Donc la lésion qui était créée au niveau cérébral, on arrivait difficilement à la contrôler. Aujourd'hui, en utilisant la robotique médicale, l'IRM très avancée et cette nouvelle technologie de laser contrôlé par IRM, on est capable de créer des lésions avec un contrôle au dixième de millimètre. Donc en fait, on a tous les avantages des lésions qui ont été inventées dans les années 50. Finalement, on n'invente rien, mais on met la nouvelle technologie au profit de ceci, et du coup, il y a beaucoup moins d'effets indésirables. Donc, on n'a pas révolutionné la chose, on utilise quelque chose qui est déjà connu, mais on diminue largement les effets indésirables et la morbidité après l'intervention. Alors, est-ce qu'à votre échelle, vous avez le sentiment de contribuer à l'effort mondial contre la maladie de Parkinson ?
Bien sûr, la maladie de Parkinson, c'est mon principal sujet de travail au quotidien, que ce soit pour la prise en charge des patients ou le travail pour la prise en charge des tremblements parkinsoniens dans ma thèse. Il faut savoir que c'est un grand défi de santé publique. Actuellement, il y a environ 175 000 patients atteints en France et on estime que ce chiffre va doubler en 2030. Donc demain, il y aura la moitié de plus de patients parkinsoniens qu'aujourd'hui et on a déjà beaucoup de mal à les prendre en charge correctement. Donc c'est un vrai défi. Et bien sûr que ce travail sur la prise en charge des tremblements va permettre d'améliorer le quotidien de ces patients parkinsoniens, même si bien sûr dans l'image populaire, on a l'impression que le patient parkinsonien est toujours quelqu'un qui tremble, alors qu'en fait, la plupart des patients parkinsoniens n'ont pas de tremblement. Mais en tout cas, pour ceux qui ont un tremblement qui est parfois handicapant au point où ils n'arrivent pas à manger, à boire seuls, parfois ils n'arrivent plus à écrire. Donc il y a un vrai impact sur la qualité de vie, que ce soit du patient ou de ses proches. Et bien sûr qu'avec la prise en charge de ce tremblement avec le laser, on a déjà opéré quelques patients parkinsoniens qui étaient très gênés. Après l'intervention, ils n'ont quasiment plus de tremblement et bien sûr que c'est un espoir pour eux, même si il faut se rendre compte que notre intervention, elle intervient uniquement sur le tremblement. Donc on va traiter le tremblement et uniquement le tremblement, ce qui veut dire que la maladie, malheureusement, avec le temps, va continuer à progresser puisqu'actuellement, il n'y a toujours aucun médicament qui a prouvé une efficacité neuroprotectrice ou qui permet de diminuer l'évolution de cette maladie. Les prochaines étapes, ça va être de continuer à prouver que cette technique est utilisable et fonctionnelle en pratique. Pour l'instant, on a utilisé cette technique uniquement sur une quarantaine de patients, uniquement à Amiens, et le but, c'est d'étudier cette technique dans d'autres centres. Il y a une étude multicentrique qui va débuter entre Caen, Rouen, Amiens et Saint-Quentin pour continuer à valider cette technique sur de nouveaux patients et en se concentrant pas uniquement sur la maladie de Parkinson, mais sur d'autres tremblements qui sont aussi très fréquents, comme les tremblements essentiels, les tremblements liés à la sclérose en plaques. Et l'objectif, c'est de montrer que la technique est efficace sur le plan clinique, c'est-à-dire que en faisant cette opération, on fait diminuer le tremblement, mais c'est aussi s'assurer que cette technique n'a pas d'effet indésirable sur le plan cognitif, sur le plan des fonctions de la mémoire. Et donc, on va évaluer précisément les fonctions cognitives des patients avant et après l'intervention pour s'assurer qu'on n'a pas d'effet indésirable à ce niveau, puisque avec les autres techniques qui faisaient des thalamotomies dans les années 40-50, il y avait notamment des effets indésirables sur la mémoire et sur le langage après l'intervention. Et puis enfin, on a un gros champ de recherche sur l'imagerie IRM de ces lésions et on est en train d'essayer d'évaluer si la position, la taille de ces lésions et leur aspect sur l'IRM a un impact sur le résultat clinique final à 1 an de la chirurgie. Donc encore beaucoup de projets puisque l'objectif à la fin c'est de développer cette technique au niveau national et également au niveau international. Il y a notamment plusieurs équipes allemandes et américaines qui sont venues se former au CHU. Et sinon, qu'est-ce que cette thèse vous a appris sur vous-même? Est-ce que ça vous a changé? Est-ce que vous êtes le même qu'au début ou pas? J'irai pas à dire que ça m'a changé, mais en tout cas, ça m'a appris à persévérer et à ne pas désespérer, puisque il faut savoir qu'en France, les accords réglementaires pour faire ce type d'études mettent un certain temps et qu'on a quand même mis plus de 2 ans à avoir les accords et qu'on était parfois un peu désespéré et qu'on pensait qu'on n'allait jamais y arriver. Donc, en tout cas, il faut garder espoir pour nous et pour les malades pour continuer à développer des technologies innovantes en France. Si vous pouviez résumer votre thèse avec le titre d'un film ou d'une série, qu'est-ce que ce serait? Ma thèse, c'est Star Wars, la guerre des étoiles, avec des lasers qui sont appliqués au traitement des pathologies neurologiques. On peut dire que l'imaginaire, l'application des lasers, qui est très bien décrit dans certains films de science-fiction comme Star Wars, finalement, ça devient réel et aujourd'hui, on l'applique aux neurosciences et on est capable, grâce à un rayon laser très bien contrôlé, finalement, de faire des petites lésions de quelques millimètres dans le cerveau des patients, ce qui nous permet d'opérer des
choses qui étaient inopérables ou qui alors avaient des risques opératoires majeurs, hein. Faut notamment savoir que cette technologie, elle est utilisée pour traiter des épilepsies chez des enfants qui ont 5 ou 6 ans, parfois moins, qui étaient inopérables et qui aujourd'hui, grâce à cette technologie, ressortent de l'hôpital à 3 jours après l'intervention et ont une épilepsie qui est guérie, alors qu'avec les interventions classiques, ils auraient bénéficié d'une chirurgie très très lourde, auraient probablement eu des handicaps à vie. Vous avez été étudiant et on a aussi des étudiants qui nous écoutent aujourd'hui. Quels sont les conseils que vous leur donneriez s'ils souhaitaient se lancer également dans des études scientifiques? Mon conseil, c'est avant tout de se lancer dans des études qui vous plaisent, de ne pas se lancer dans des études par obligation qui ne vous plaisent pas, parce que notamment le cursus scientifique et même surtout médical est très très long. Donc si vous faites des études qui ne vous plaisent pas, ça va devenir vraiment difficile. Et puis surtout, je pense qu'il faut essayer de s'intéresser à l'associatif local. Il y a vraiment des associations dans toutes les branches à l'UPJV. Il y a des associations qui regroupent un peu plus de monde. Notamment, moi, j'ai été à la FAEP, hein, la Fédération des associations étudiantes picardes. J'y ai été initialement en tant que simple étudiant et puis après, j'ai fini trésorier, j'ai fini dans le bureau et finalement, j'ai eu tout au long de mes études un gros engagement associatif, ce qui m'a permis aussi d'être élu étudiant à la fac de médecine, puis d'être élu étudiant dans les conseils centraux de l'université. Et c'était vraiment très enrichissant parce qu'on rencontre beaucoup de monde, que ce soit les enseignants, les équipes dirigeantes de l'université, et puis aussi on rencontre beaucoup d'étudiants qui n'étaient pas dans notre filière, hein. Et notamment, moi, j'ai rencontré beaucoup de gens qui étaient en fac d'art, en fac de droit, et finalement, c'était très enrichissant, et même encore aujourd'hui, on est encore en contact. Et quel est votre meilleur souvenir à l'UPJV? Mon meilleur souvenir, c'était en 2e année de médecine, quand j'ai rencontré Antoine Martin, qui était l'un de nos anciens vice-présidents étudiants. J'ai rencontré Sébastien Delescluze, qui a été l'ancien président de la FAEP, et puis Émilie Le Sieur. Et aujourd'hui, on est devenus les meilleurs amis, on continue à se parler, on se voit tout le temps. Et surtout, c'est eux qui nous ont lancés dans l'aventure. Antoine Martin nous a dit, il y a des élections à un conseil de gestion de l'université. Est-ce que vous voulez y participer? Et finalement, c'est comme ça qu'on a mis le pied à la fois dans l'associatif, dans la vie étudiante. Et aujourd'hui, on est toujours amis, on se côtoie régulièrement. Alors, on arrive à la fin de ce podcast. Donc, pour terminer, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? On peut me souhaiter d'arriver à finir la thèse, ce qui est parfois un peu compliqué quand on l'a fait en parallèle de la prise en charge médicale et de la neurologie quotidienne. Et puis, on peut me souhaiter de continuer à inclure des patients et à faire un certain nombre de publications sur cette technique. Avez-vous un message à faire passer à nos auditeurs? Vous avez la chance d'être à l'UPJV, qui est une université à taille humaine. Donc, croyez en vous, vous êtes dans la région des possibles et dans l'université des possibles. Donc, tout est possible pour vous. Merci beaucoup, Mickaël, pour votre témoignage. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez des remarques ou des questions au sujet de cet échange. Et n'hésitez pas à nous suivre également pour notre prochain épisode.